Bonjour à tous, bienvenue, merci de vous être connectés pour vous joindre à nous. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement Jean-Luc Nancy d'avoir accepté notre invitation à BRAC. BRAC est un centre de recherche sur les esthétiques de la communauté et de la parenté qui se trouve à Buckbeck de l'Université de Londres. Depuis 11 ans, notre objectif principal est d'étudier et de promouvoir des œuvres artistiques qui explorent et représentent le lien humain dans toutes ses configurations, les diverses formes de regroupement et de relationnalité, et en particulier ses concepts de famille et de communauté. Alors, les travaux de Jean-Luc Nancy sur la communauté sont pour nous une référence incontournable, et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous entendre en direct nous parler de ce que la pandémie déconstruit des idées occidentales du commun et de la communauté. Quelques mots ne suffiront pas pour vous présenter, tant votre carrière est riche et enthousiasmante, mais je me rapporterai au court résumé qui se trouve au dos de votre dernier livre, Un trop humain virus, qui est paru en octobre 2020. Jean-Luc Nancy est philosophe, professeur émérite à l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Il a enseigné à l'Université de Californie San Diego et dans les universités d'Irvine, Berkeley et Berlin. Proche de Derrida, il est l'auteur d'une œuvre importante dont témoignent de très nombreux ouvrages. Je remercie également les 3 collègues qui vont se joindre à moi pour converser avec vous. Irving Goh est professeur de littérature à l'Université nationale de Singapour. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un, écrit en collaboration avec Jean-Luc Nancy, paraîtra l'année prochaine. Ian James est professeur de littérature et de pensée française moderne à l'Université de Cambridge. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier porte sur Jean-Luc Nancy, François Laruelle, Catherine Malabou et Bernard Stiegler. Rémi Astruc est professeur de littérature comparée à l'Université de Cergy-Pontoise et l'auteur de plusieurs livres sur les esthétiques de la communauté. Quant à moi, je suis Nathalie Vaughan, professeure de littérature française contemporaine à Buckbeck, Université de Londres, et directrice du centre de recherche BRAC. Alors, je vais faire une brève description du déroulé de la séance. Ian James commencera avec une présentation de l'ouvrage « Un trop humain virus », suivi d'une courte lecture de Rémi Astruc, et ensuite nous discuterons avec Jean-Luc Nancy. Vous pouvez poser des questions concises dans le chat, en français ou en anglais, et quelques-unes seront sélectionnées à la fin. Je pense qu'il y a la possibilité aussi d'avoir une traduction en direct. Est-ce que Zad, est-ce que vous pourriez expliquer comment le faire? Oui, bien sûr, mais les présenteurs doivent signer dans le traducteur. Ah oui, d'accord. C'est peut-être un peu compliqué, alors D'accord. on va peut-être laisser. Je vais alors donner la parole à Ian. Merci Nathalie. Donc, je vais faire une présentation très courte de ce beau petit livre, Un trop humain virus. C'est un recueil de textes publiés cette année pendant la période du premier confinement. Ce sont des textes publiés dans la presse française et aussi diffusés sur des plateformes numériques, en particulier la chaîne YouTube créée par Jérôme Lèbre qui s'appelle Philosopher en temps d'épidémie. Alors, on retrouve dans ces textes une réflexion philosophique qui répond à la situation sans précédent de la pandémie. Et on retrouve aussi les thèmes principaux
et les préoccupations principales de la philosophie de Jean-Luc Nancy. Par exemple, la finitude, la question de l'être en commun, la question de l'égalité ontologique qui se confronte à l'inégalité du monde actuel, l'expérience des limites et bien sûr aussi l'insuffisance et les limites de la puissance technoscientifique et de la maîtrise humaine. Donc, on retrouve dans ce texte ces préoccupations philosophiques fondamentales de Jean-Luc Nancy, mais ce n'est pas du tout seulement et exclusivement des réflexions abstraites. On fait face dans ces textes à la situation concrète à laquelle on a dû faire face pendant cette période très, très difficile. Donc, on y retrouve des critiques, des réponses idéologiques à la pandémie, une critique très, très forte de ce que Jean-Luc appelle le néo-viralisme, donc les positions idéologiques, surtout néolibérales, par rapport à la pandémie. Et aussi, on pose des questions de la liberté et la question de la liberté dont elle se précise en temps de pandémie. Donc, on retrouve réellement un mélange de réflexion concrète et appliquée, et aussi le cœur de la pensée de Jean-Luc Nancy. Et voilà, ma présentation très courte. OK. Donc, il me semblait important, avant l'entretien à proprement parler, de faire entendre un court extrait du livre pour saisir aussi la qualité d'écriture qui caractérise Jean-Luc Nancy. Il y a un véritable style qu'il me semblait intéressant d'écouter aussi à l'appui de notre réflexion sur le virus. Donc, je vais lire les 3 paragraphes de la fin de la préface, qui est donc le texte le plus récent finalement, après les différents chapitres du livre. Le virus révèle à lui-même un monde qui depuis déjà longtemps ressent les troubles d'une mutation profonde. Ce n'est pas seulement l'organisation des dominations qui est en jeu, c'est un organisme entier qui se sent malade. C'est une assurance obstinée dans la croyance au progrès et dans l'impunité de la prédation qui est mise en cause, sans que se présente pourtant aucune conviction nouvelle dans la possibilité d'habiter humainement le monde. Il n'y a pas si longtemps revenaient souvent dans le discours lettré ces mots de Hölderlin, « L'homme habite en poète sur cette terre ». Il fonctionnait comme un précieux gargarisme à la vertu duquel on voulait croire. On oubliait presque toujours de citer la phrase entière. Plein de mérites, c'est pourtant poétiquement que l'homme habite sur cette terre. Le poétique est sinon opposé, du moins contraposé au mérite de l'homme, qui désigne ses réalisations et ses acquisitions. Le mot allemand « Verdienst » a d'abord le sens de gain, profit. Si déjà pour Hölderlin, c'est malgré ses performances que l'homme vit ou peut vivre en mode poétique, nous devons dire aujourd'hui que malgré sa nature ou sa vocation poétique, l'homme se perd dans l'abondance de ses conquêtes et de leurs conséquences, la destruction, la misère et l'égarement. La pandémie de la Covid-19 n'est que le symptôme d'une maladie plus grave, qui atteint l'humanité dans sa respiration essentielle, dans sa capacité à parler et à penser au-delà de l'information et du calcul. Il est possible que le symptôme rende nécessaire d'agir sur la pathologie profonde et qu'on doive se mettre en quête d'un vaccin contre la réussite et la domination de l'autodestruction. Il est possible aussi qu'à ce symptôme en succèdent d'autres, jusqu'à l'inflammation et l'extinction des organes vitaux. Cela signifierait que la vie humaine, comme toute vie, touche à son terme. Voilà, c'est la fin de la préface. Merci Rémi. Oui. Et donc maintenant, Irving va poser une première question. Je te laisse la parole. Ah oui, merci Nathalie. Jean-Luc, s'il vous plaît, je voudrais aborder la question du toucher, qui me semble être une
petite lacune dans votre texte. Bien sûr, la question du toucher est soulevée dans un entretien qui se trouve dans la fin du livre, mais dans votre propre texte, un texte qui touche aux questions qu'on nous a rappelé, qui touche aux questions de la liberté, du mal, du commun, de la peur de la mort, de l'existence incalculable. La question du toucher est presque absente à mes yeux. Donc, je me demande pourquoi ce retrait, si je peux le dire, de la question du toucher dans votre pensée de la pandémie. Je pose cette question parce que, à mon avis, la pandémie nous a exigé de retraiter au sens, d'après vous et Philippe Akoulabat, le toucher. Autrement dit, face à la pandémie, nous sommes devant une nouvelle culture du toucher. D'un côté, nous avons appris à ne pas trop toucher, à ne pas toucher les yeux, le visage, la bouche, le nez, les surfaces, les objets d'autres personnes, etc. D'un autre côté, nous désirons de plus en plus le toucher entre nous et nos proches, nos amis, nos amants. Surtout quand nous devons vivre surtout quand nous devons vivre en confinement, c'est-à-dire vivre d'une manière telle que chacun vit en isolement de l'autre. Et pourtant, on doit ajouter que dans ce désir, dans ce toucher désiré, il y a néanmoins une certaine hésitation, un certain doute. Et dans ce cas, on peut dire que ce toucher peut être à la fois intime et intimidant. En tout cas, peut-être on peut dire que, en gros, en général, il y a un retrait du toucher. Mais ce retrait n'exprime pas le tact comme vous le voulez, Jean-Luc. C'est un retrait qui est le résultat de la méfiance ou de la peur qui entoure le toucher aujourd'hui. Donc, ma question encore une fois à vous, Jean-Luc, par rapport à la pandémie, est-ce que la question du toucher, est-ce que la question du retrait du toucher est importante pour vous? Voilà, ça c'est ma question. D'accord, Erwin, d'accord. Alors, si je n'ai pas parlé du toucher dans les textes qui sont rassemblés dans le livre, sauf, comme vous l'avez remarqué, dans un entretien, oui, c'est parce que justement, je ne sais pas combien d'entretiens m'ont demandé de parler du toucher. J'ai même frappé que ça semblait être une préoccupation majeure. Je dois dire que pendant un certain temps, je trouvais d'abord qu'il y avait un grand paradoxe là-dedans, parce qu'on voyait beaucoup de gens se plaindre de cette sorte d'interdiction de toucher, oui, comme si c'était des gens qui, dans la vie normale, en dehors de la pandémie, quand ils sortaient dans la rue, n'arrêtaient pas de toucher tout le monde. Alors que nous savons très bien que dans la vie la plus courante, la plus normale, habituelle, nous sommes au contraire soumis à de très nombreux tabous du toucher. Oui. Si vous prenez le métro ou un bus, vous devez vous arranger pour que vos mains ne touchent pas les mains des autres. Surtout évidemment avec la peau nue, avec des gants, c'est déjà moins grave. Bon, donc le toucher est extrêmement codifié dans toutes les cultures, et d'ailleurs il peut être codifié de manière différente selon les cultures. Il y a des cultures dans lesquelles on se serre la main, ce
ce qui est, je crois, peut-être plutôt d'importation, je dis d'importation pour la France anglaise. Je ne sais pas si on se donnait la main autant avant le moment de la grande influence anglaise. Bon, de même qu'il y a des sociétés dans lesquelles on n'embrasse pas, hein, ou on n'embrasse pas sur la bouche, bon, etc. Bon. Mais bon, mais dans la pandémie, il ne s'agit pas, alors, il ne s'agit pas d'une nouvelle culture. Comme vous avez dit, là, vous m'avez un peu étonné en disant est-ce que c'est une culture maintenant? Si c'est une culture, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à vivre avec le virus ou ce virus et d'autres combien de temps? Évidemment, ce temps ne sera pas très long et il pourrait être un peu long quand même. Bon, non, ce n'est pas une nouvelle culture, c'est une, alors c'est une culture c'est une culture, oui, de la précaution, de la protection. Bon, ça oui, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est quand même souvent vécu, il me semble, comme une sorte d'interdiction. Qu'il s'agisse du toucher ou qu'il s'agisse de la liberté. Parce qu'avec le toucher, mais la liberté, en effet, dans le livre, j'ai consacré une conférence. Mais on proteste parce qu'on a l'impression d'être devant une interdiction alors qu'on est devant une protection. Si vous voulez vous débarrasser complètement de l'interdiction, ou plutôt, disons, de la recommandation médicale de ne pas toucher, eh bien, vous faites ce qu'ont fait pas mal de groupes qui ont organisé des rêves, bon, et qui les ont transformés en foyers d'épidémie. Enfin, ça peut être une rêve, ça peut être un mariage aussi, une fête de famille, bon. Donc, alors en revanche, bon, évidemment que c'est pénible, bien sûr. Bien sûr, c'est pénible et je ne sais pas, oui, mais comme tout le monde, je l'éprouve. Même par exemple, une de mes filles qui voulait venir me voir, venant d'une autre ville, elle n'a même pas voulu venir dormir chez moi, elle a pris une chambre à l'hôtel. Et quand elle est venue chez moi, évidemment, elle ne m'a pas touché, mais vous voyez, pour diminuer toutes les possibilités de contact, bon, attendez, en un sens, oui, je l'ai remercié. Je lui ai dit, oui, bon, c'est très gentil, c'est très scrupuleux vis-à-vis de moi parce que je suis quelqu'un à risque, parce que je suis âgé, immunodéprimé, etc. Bon. Mais bon, et alors, c'est là peut-être qu'on peut saisir un retournement, c'est-à-dire que en même temps, je dirais, eh bien, avec cette fille-là, il se passait là-dedans comme une sorte de rapprochement, je dirais, voilà, de rapport plus fort, parce que justement, elle faisait ce geste vis-à-vis de moi. Bon. Et je dirais que même sans geste particulier, moi, j'éprouve même une intensification du sens, du toucher. Il y a des amis que j'ai l'habitude d'embrasser, etc., que je ne vois plus que comme maintenant, là, sur Teams ou sur Zoom. Mais alors, je dirais presque que je sens d'autant plus fortement voilà, je sens le manque, mais ce manque fait sentir une présence.
Mm. Alors évidemment, il ne faut pas que la présence dure trop. Bon, peut-être que peut-être qu'au bout d'un certain temps, ça, bien sûr, ça peut durer une désaffection. Mais comme, comme ça, je veux dire, la durée d'une impossibilité, d'une interdiction de toucher serait la même que la durée de l'épidémie elle-même, alors, bon, là, tous les problèmes se confondraient. Et alors, je pense que avec le temps, on éprouverait encore plus que l'impossibilité de toucher, on éprouverait en fait l'impossibilité d'échanger en présence. Je veux dire, voilà. Là, par exemple, c'est très bien d'avoir cet outil, et en même temps, nous savons bien que ce n'est pas la même chose que si nous étions ensemble dans une salle, et même sans nous toucher, en nous touchant peu. Bon, voilà. Donc, je crois que comme c'est complètement lié à la durée de l'épidémie, c'est peut-être, disons, que c'est peut-être l'expression la plus sensible de la condition dans laquelle nous met l'épidémie, mais ce n'est pas la plus grave. Pas la plus grave. Ce qui est peut-être plus grave, c'est au contraire les conséquences économiques. Et les conséquences économiques que nous commençons à peine à voir, elles peuvent. Bon. Alors ça d'une part, mais d'autre part, je dirais, c'est encore un peu. Enfin, je fais un peu l'avocat du diable, mais non, je crois vraiment ce que je dis en faveur de l'intensification, du moins d'une modulation relative au toucher, au toucher ou à la présence. Je prendrai l'exemple de ce que font un certain nombre d'artistes, musiciens, danseurs de théâtre qui multiplient beaucoup les manifestations vidéo. Bon, par exemple, j'ai un ami qui est un musicien qui a fait déjà plusieurs concerts depuis chez lui, depuis l'endroit où il était confiné. Et évidemment, ces concerts ont une saveur, je dirais, particulière. Et bien sûr, ce n'est pas du tout comme le concert en présence. Mais justement, le fait qu'on soit en train de passer par-dessus l'impossibilité, je dirais c'est un autre contact. On se sent mutuellement en train de faire ça, de faire ce geste qui est d'abord compliqué, qui est d'abord un geste en effet rempli d'artifices, de complications. Bon, mais en même temps, mais même concrètement, on se dit, ah oui, mais alors peut-être on entend la musique autrement. Hein, où et l'image aussi est autre. D'ailleurs, je dirais qu'à un certain point de vue, je préfère un concert filmé, quand il est bien filmé, qu'un concert dans lequel je suis tout à fait au fond de la salle et où en fait je ne vois pas grand-chose. Donc, par exemple, ça c'est le cas pour moi depuis déjà un certain temps pour les opéras. Je préfère de beaucoup les opéras filmés parce qu'en général, à l'opéra, même si on est bien placé, on ne voit pas grand-chose. Quand la prise de vue est bien faite,
de cette façon, c'est beaucoup plus satisfaisant. Ça, indépendamment des mises en scène contemporaines d'opéra dont je commence à être saturé. Bon, mais ça, c'est autre chose. Donc, je dirais comme vous, parce que vous voyez, dès la deuxième phrase de votre question, vous avez employé le verbe toucher en un sens métaphorique. Vous avez dit, vous avez fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais vous avez dit dans votre livre, vous touchez à... Ouais. Ah ouais. Alors, mais oui, mais justement, je crois qu'il y a c'est justement une invitation pour nous à regarder de plus près ce que c'est que ce sens supposé métaphorique, qui n'est peut-être pas métaphorique. Et on touche à une question, on touche à un domaine, à une pensée, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense on pourrait, je ne vais pas faire ça maintenant parce que sinon on va y passer tout l'après-midi, mais si je dis, vous touchez à la question, à la question du tabou du toucher, justement, eh bien, toucher à la question, ça veut dire quelque chose, ça veut dire autre chose que c'est pas s'intéresser à la question, c'est pas traiter la question, c'est pas examiner la question, c'est quoi? C'est justement, c'est être dans la sensibilité de cette question. Et c'est ça qui se passe évidemment quand on touche, on est dans la sensibilité de l'autre, puisque l'autre sent notre toucher et que nous le sentons en retour. Et évidemment, le toucher, peut-être que c'est la plus grande propriété du toucher que d'être une réciprocité en quelque sorte absolue et instantanée. Alors, c'est pour ça que et c'est pour ça justement qu'il peut y avoir tellement de tabous du toucher. Mais ce que nous vivons en ce moment, c'est pas un tabou. Oui, encore une fois, une précaution. Bon, voilà, je vais en rester là parce que il ne faut pas hésiter à me couper d'ailleurs, parce que je suis très bavard, alors si on ne m'arrête pas, après on a... Non, c'est un plaisir. Irving, est-ce que tu voudrais répondre? Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, Yann ou Rémi? Ou est-ce qu'on passe à la question suivante? Oui. Oui, on passe à la question suivante. Alors, c'est la mienne. Je voulais vous parler de l'en commun du virus. Parce que comme vous le dites, le virus nous communise. Et vous dites, je cite, que cela doive passer par l'isolement de chacun n'est qu'une façon paradoxale de nous donner à éprouver notre communauté. Fin de citation. Alors on peut en effet considérer que la distanciation sociale correspond à une mesure protectrice ou de notre communauté, de notre être en commun, qui est attaqué par le virus et s'amenuise. En même temps, vous parlez des protestations que les exigences du confinement suscitent et selon lequel le confinement porterait atteinte à nos illusoires libertés individuelles. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut dire que l'expérience de la pandémie soit en train de révéler les limites de l'idée de l'être en commun? Et est-ce qu'on peut dire que le refus de protéger l'être que nous avons en commun soit une façon de nier l'existence de notre communauté? Vous avez dit notre refus de protéger l'être que nous avons en commun.
Mais en quoi est-ce que l'on refuse de protéger quel être? L'existence que nous avons en commun qui est attaquée par le virus. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Mais moi, je vais vous dire d'abord tout de suite ceci. Il y a avant-hier, je crois, je suis tombé par hasard sur une information sur l'évolution de la richesse, donc de la différence entre richesse et pauvreté aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Et c'est impressionnant, parce que la richesse a augmenté, je dirais, de manière plus accentuée, plus exponentielle que dans une période comparable avant. Ce qui veut dire que pendant la pandémie, pendant la distanciation sociale, etc., alors en effet, il y a une autre distance sociale qui s'accroît de plus en plus, et qui est la distance entre richesse et pauvreté. Et à cet accroissement, la pandémie ne fait aucun mal. Bon, alors, donc, où est la distance la plus importante? On peut au contraire penser que peut-être avec la pandémie, il pourrait venir une conscience accrue de l'injustice de cette distance richesse-pauvreté qui est en train de devenir complètement hallucinante. De même que d'autre part, je crois que la distance de la richesse aujourd'hui, elle n'est pas séparable de la distance entre la compétence ou l'expertise technoscientifique et l'incompétence, l'inexpertise. Nous sommes après tous ici, je pense, des gens qui ne maîtrisons absolument rien. Par exemple, dans ce que suppose la fabrication d'un vaccin reposant sur l'ARN messager. Par exemple, ça me laisse complètement rêveur. J'ai des espèces d'imaginations de gens capables, avec des toutes petites pinces, de manipuler des petits fragments d'ARN. C'est en effet ce qu'ils font, mais pas avec des pinces, avec des moyens. Bon. Or, là, il y a une distance, qui s'était énormément accrue aussi. Ça, on n'en parle pas parce que c'est pas, évidemment, ça n'a pas immédiatement le même impact que la distance de la richesse à la pauvreté, mais je crois que ça a un impact très très fort sur oui, là pour le coup, sur la civilisation, sur la société et sur la communauté. Et ça, de ça, la pandémie révèle quelque chose. Mais je dirais que ce n'est pas la pandémie elle-même qui met la communauté en question, mais c'est plutôt à travers la pandémie se produit un effet, disons, de retour ou de remontée aux sources. D'où vient la pandémie? À quoi est-ce qu'elle est due? Alors ça, c'est incontestable qu'elle est due. Quelle que soit son origine précise, elle est due à la circulation à travers le monde. Or, ça prend je dirais, un poids accru quand on constate, ça je l'ai fait pendant le premier confinement, et j'ai consacré quelques-unes des émissions de la chaîne de Jérôme Lèbre, dont parlait Yann tout à l'heure, mais ce n'est pas des textes, c'est plutôt des documents. Le plus ancien document que j'ai trouvé, c'est une lettre de Kant lors d'une épidémie qui est arrivée à Königsbourg en environ 1780, je ne sais plus combien. Et elle venait, on savait, ça venait de Pétersbourg. Et de Pétersbourg, peut-être que ça venait d'ailleurs encore, c'est-à-dire peut-être de Chine. Kant publie dans les journaux de Königsbourg, il publie une lettre dans laquelle il dit que c'est très intéressant
il n'a pas un mot sur le problème de la maladie. Ça ne l'inquiète, je ne sais pas. Il dit ça, c'est pas mon affaire, c'est les médecins qui s'en occupent. Mais il dit, il faut constater que c'est extrêmement intéressant ce phénomène parce que ça nous montre à quel point la circulation entre les pays est voilà, de plus en plus intense et a une importance. En fait, quand il est tout content, c'est comme un peu comme un progrès de l'humanité auquel l'épidémie nous fait assister. Mais en même temps, c'est révélateur. C'est révélateur du fait qu'à l'époque de Kant, même sans chemin de fer, hein, d'ailleurs dans cette lettre, il parle même de caravane. Caravane venant de Chine à travers la Russie. Non. Dès cette époque-là, il y a au moins l'Europe commence à avoir le sentiment voilà, qu'il y a une circulation qui n'est plus réservée à quelques voyageurs ou à quelques pèlerins. Bon. C'est-à-dire qu'après ça, il y a tout le 19e et le 20e siècle jusqu'à nous. C'est-à-dire que ça fait 2 siècles pendant lesquels, ben oui, ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui, comme si c'était une chose nouvelle, la mondialisation, au contraire, qui avait commencé d'ailleurs déjà bien avant la fin du XVIIIe siècle, était à l'heure. Et donc ça, en effet, ça, oui, ça met bel et bien en question un certain sens de la communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a aussi un renforcement de certains sentiments ou de certaines volontés communautaires. Et alors, on parle de communautarisme. Et il est vrai, par exemple, évidemment, moi c'est extrêmement frappant que l'idée même de communauté, elle est presque devenue une idée, enfin, elle est redevenue peut-être un peu, elle a repris un peu de valeur positive sur le marché, disons, idéologique, à la faveur de la pandémie, justement. Parce qu'avant, elle commençait à être vraiment uniquement déconsidérée à cause du communautarisme. Et que veut dire le communautarisme? Le communautarisme veut dire une sorte d'imposition d'une vérité donnée de la communauté, de telle communauté, etc. Donc, tout ça, ce sont en effet des manières de mettre en question, mais c'est-à-dire aussi de réactiver nos capacités de penser et d'agir. Or, ça, c'est inséparable, absolument inséparable de la question, disons, qu'on appelle écologique, mais que vraiment écologie est un mot, je trouve, de plus en plus insuffisant, parce que quand on dit écologie, on pense à la protection de la nature, voilà, des plantes et des animaux. Mais en fait, la question écologique est un problème technique. C'est le problème de ce que fait la technique. Et pour résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui posés par l'énergie, eh bien, ce qui est le plus terrible, c'est que souvent on s'aperçoit qu'il n'est possible que de faire encore un peu plus d'avancées techniques. Et c'est là peut-être qu'il y a un piège terrible. Et ce piège, ça, il est montré, évidemment, il est montré par la pandémie d'une certaine façon, parce qu'au centre de la pandémie, il y a et la question des personnes âgées, hein, opposées aux jeunes. Bon, vous savez, en France au moins, il y a même un philosophe français, Comte Sponville, qui s'est publiquement exprimé pour dire il n'y a qu'à laisser mourir les vieilles personnes parce que de toute façon elles vivent des vies pas possibles.
dirais, je suis totalement en désaccord avec lui, mais en même temps, il n'a pas non plus tout à fait raison, tout à fait tort. Les vies que nous faisons vivre à nos vieux sont souvent des vies difficiles, pénibles même, tristes. Bon. Donc, notre progrès médical dans la prolongation de la vie n'est pas forcément une bonne chose. Alors, je ne dis pas maintenant, alors il faut, je ne sais pas quoi, il faut commencer à exécuter les gens à 75 ans. D'ailleurs, à ce moment-là, je me condamnais moi-même. Mais il faut complètement repenser, disons, pourquoi nous avons une technique d'une telle puissance. Et en fait, maintenant, la question n'est plus posée, n'est jamais posée. Pendant longtemps, on a dit la technique, elle va améliorer le sort de l'humanité. Maintenant, c'est clair que non, et non seulement elle ne l'améliore pas, mais elle le détériore. Donc, là, nous avons... C'est-à-dire que, oui, l'être en commun, c'est vraiment, ça c'est vrai, c'est vraiment l'être en commun qui est mis en question, mais l'être en commun, c'est l'être de court. Hein. C'est-à-dire que si nous ne sommes plus en commun, nous ne sommes plus. Donc, et ça veut dire que justement, la réponse ne peut pas être technique. Par conséquent, il faut que ce soit d'un autre ordre. Et cet autre ordre, je ne sais pas comment l'appeler, sinon par les mots de spirituel, mais ce mot est terrible parce qu'il a tout de suite l'air d'être religieux. Mais je dirais, non, on peut prendre spirituel au sens que lui donne Simondon. Simondon, qui est un esprit absolument pas religieux, il appelle spirituel mais justement, tout ce qui concerne la communauté, tout ce qui concerne les rapports de l'individu avec les autres. Dans toute son analyse de l'individuation, à un moment donné, il dit, j'appelle spirituel. Et je trouve que c'est très intéressant, j'aimerais bien pouvoir arriver à faire passer le mot spirituel du statut religieux au statut, je dirais, simondonien, ou dire, voilà, spirituel, c'est la communauté. Et en effet, on pourrait dire, une communauté, on dirait assez spontanément, une communauté, c'est un esprit. Hein. Lorsque Marx disait que ce monde est sans esprit, ça voulait dire que lui, il avait une idée d'un esprit, bon, je ne sais pas lequel, mais évidemment, cet esprit était au moins, on peut dire, l'esprit communiste. Alors, bon, ben, disons, voilà, on pourrait dire ça. On pourrait dire, voilà, ce qu'il nous faut, c'est un esprit communiste. Et on tombe dans un autre redoutable problème de vocabulaire. Mais tous les mots sont comme ça, parce que même si je dis un esprit communautaire, de toute façon, c'est pas mieux aussi. Bon. Mais ça, c'est un autre aspect de notre problème, c'est qu'il n'y a aucun mot maintenant qui ait une signification assurée. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut refaire, du sens partout, de toutes ces manières. D'accord. Merci. Je vais passer la parole à Ian, qui a aussi une question à vous poser. Ian, j'entends rien. Voilà, vous m'entendez? Ah oui. Alors, je vais revenir à ces questions de la technique.
au risque de vous obliger à vous répéter. Mais dans votre livre, vous parlez des néo-viralistes, n'est-ce pas? Donc, ceux qui, d'une façon idéologique, retranscrit sur le plan sanitaire le néolibéralisme économique et social. Et vous soulignez leur arrogance, le manque de modestie, et aussi la posture de suffisance ou d'autosuffisance et de maîtrise. Vous insistez également sur les limites que le virus nous indique, les limites de notre maîtrise technoscientifique, conceptuelle et aussi philosophique par rapport à la nature et à nous-mêmes. Alors, comment pouvons-nous négocier une exigence qui, pour moi, promet d'être double? D'une part, il est absolument nécessaire de reconnaître nos limites et la nécessité d'une autolimitation de notre pouvoir technoscientifique. Mais d'autre part, nous devrons déployer une maîtrise technoscientifique afin, à terme, de mettre fin à la pandémie. Donc, comment faire face à cet équivoque? Peut-être dans le cadre de la philosophie, mais aussi dans le cadre de la technoscience elle-même. Vous avez parlé juste alors à la spiritualité. Est-ce qu'il nous faut une nouvelle spiritualité technique? Comment ça se présenterait? J'ai envie de retourner la question. Spiritualité technique, ça veut dire, spiritualité technique, ça voudrait dire, bon, quelle est la finalité de la technique? Or, maintenant, d'une certaine manière, on va dire que le grand problème, c'est que la technique est devenue, mais elle est devenue peut-être depuis longtemps, auto-finalisée. Pendant longtemps, on a cru on découvrait, on utilisait la puissance de la vapeur parce que ça permettait de produire tel et tel objet, tel et tel bien de manière plus efficace, de faire marcher des engins plus vite. Bon. Mais en fait, je suis sûr qu'en reprenant de très près une histoire des techniques, à partir même de l'invention de la machine à vapeur, on découvrirait qu'il y a toujours tout un enchaînement autonome et tendanciellement automatique, je dirais ici. C'est-à-dire que quelqu'un trouve comment capter la puissance de la vapeur, hein, mais il y a immédiatement quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais alors on pourrait faire aussi mieux pour que ce soit plus puissant, que ça aille plus vite, etc. » Bon. Et je dirais, dès ce moment-là, il y a un automatisme. Mais maintenant, nous sommes dans un tel automatisme que, d'une certaine façon, on ne pense plus qu'à plus loin, plus vite, plus fort, plus, voilà, 4G, 5G, 6G, voilà, c'est la logique et c'est tellement puissant que, en même temps, par exemple, la 5G, maintenant, elle va s'imposer partout parce que même si on n'en veut pas, plutôt si on n'en veut pas, on se mettrait en dehors des circuits commerciaux mais même culturels, mondiaux. Et par conséquent, devant la 5G, on ne sait strictement pas quoi faire, en même temps qu'on peut se dire que c'est un pas en avant vers une catastrophe croissante. Alors, donc, une spiritualité... Voilà. Une spiritualité, ça voudrait dire, oui, ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire une auto-limitation.
comment est-ce qu'on peut avoir une autolimitation? Ce qui est très frappant, c'est que pour quelqu'un comme Aristote, la technique était autolimitée. Aristote, il dit toute technique a ses limites. C'est-à-dire que Aristote, c'est le contraire de ce que je racontais à propos de la machine à vapeur. Aristote, il voit des gens qui labourent la terre avec, je ne sais pas comment on labourait à l'époque, c'est sûrement avec des sortes de houe. Bon, et il se dit, c'est comme ça. On laboure la terre comme ça. Tandis que un certain nombre de siècles plus tard, on va inventer la charrue. Aristote n'a pas la moindre idée qu'on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus efficace. Bon, voilà. Mais il y a une technique dont Aristote ne peut pas dire qu'elle est d'elle-même auto-limitée, c'est la technique financière. C'est l'argent, c'est la multiplication de l'argent. Et alors, Aristote s'efforce de dire qu'il faut limiter, mais justement, là, il est obligé de passer à une sorte d'impératif. D'ailleurs, il y a un endroit où il critique un propos de Solon. Mais Solon avait dit il n'y a pas de limite à l'augmentation de la fortune de quelqu'un, et Aristote dit il a tort. Il a tort, pourquoi? Non. Au contraire, on pourrait dire les temps modernes ont donné raison à Solon. Mais qu'est-ce qui fait que Aristote, c'est-à-dire aux gens de son temps, peut être dans une représentation comme ça, disons, d'auto-limitation de la technique? Et je crois que c'est parce que pour Aristote, l'homme n'a pas comme destination de dominer la nature. Les techniques sont auto-limitées parce que ce sont les techniques qui nous servent à nous alimenter, à nous protéger, à nous loger, etc. Mais il n'y a pas le but de la domination. Il n'y a pas le but de la domination de la nature parce qu'à la place, il y a autre chose. Et cette autre chose, alors il est complexe chez Aristote. Si on va tout de suite au bout, ça s'appelle la théoria, la contemplation du vrai. Bon, alors on va dire oui, mais tout ça c'est des propos de philosophes idéalistes. Eh bien, je dirais non, pas simplement. Toutes les cultures, jusqu'au commencement de la culture moderne, mais qui sont eux-mêmes présents dans l'Antiquité, mais je dirais plutôt présents à Rome qu'à Athènes. Mais enfin, même à Athènes, on peut en trouver. Mais toutes les cultures ont eu, en tant justement que communauté, c'est-à-dire en tant que société, elles ont eu des rapports avec une altérité absolue. Qu'on les appelait Dieu, ou les dieux, ou le savoir, la vérité, bon, peu importe. C'est-à-dire que l'autolimitation vient toujours d'une forme d'hétéronomie. Bon, je prends ce terme-là parce que c'est le terme de Kant, vous avez autonomie, hétéronomie. Bon, en même temps, je trouve que c'est dommage parce que l'histoire fait que c'est hétéro qui est venu là pour se distinguer de auto, alors que l'opposé de auto, ça devrait être allo. C'est en grec, comme ça, parce que hétéro, c'est d'un autre genre. Mais c'est pas, tandis que allo, c'est ce qui n'est pas le même. Eh bien, je dirais, voilà, c'est d'une allonomie plutôt que nous avons besoin. Alors, ah ben oui, mais laquelle? Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Est-ce que je peux répondre? Non.
C'est moi le halo maintenant. Oui. Allez, vas-y. Non, mais justement, vous avez posé la question de la fin de la technique et en évoquant l'halo et l'hétéronomie de Kant. Je me rappelle que vous avez aussi, à côté de votre questionnement de la communauté, vous avez beaucoup traité le sujet de la souveraineté à partir de Hegel et autres. Et est-ce que ce serait trop réducteur quand on parle de la fin ou des fins de la technique de parler d'un côté de la technique souveraine, la technique de la maîtrise, de l'autosuffisance, et de l'autre côté, à partir de cette question de l'halo technique, disons, la fin de la technique étant la finitude et la communauté, surtout. Est-ce qu'on peut imaginer sur le plan pratique une pratique de la technique visant la communauté qui serait un rival de la pratique qu'on connaît très bien, celle qui est souverain, qui veut la maîtrise? D'abord, je dirais justement, si on emploie le couple souverain-maîtrise, alors là, il faut se rappeler que Bataille oppose complètement la maîtrise et la souveraineté. Oui. Et que pour Bataille, comme il dit, la souveraineté n'est rien. C'est-à-dire que quand on est au sommet, il n'y a plus rien. Bon. Si le sommet est véritablement sommet. D'ailleurs, la souveraineté moderne, la souveraineté de l'État moderne, telle qu'elle a été pensée, au moins à partir évidemment de Baudin et du concept même de souveraineté, c'était un effort pour essayer de libérer complètement l'État de quoi? De Dieu, du droit divin. C'était en fait, comme certains à l'époque l'ont très bien compris, c'était une pensée athée, la pensée de la souveraineté. Or, je dirais que justement, du point de vue de l'État, nous sommes toujours devant le même problème, c'est-à-dire que, oui, justement, que veut dire la souveraineté de l'État? Nous ne savons plus parce que maintenant, l'État est dépassé par la technique. Donc, en fait, la maîtrise dépasse la souveraineté. Là, je ne dis pas ça pour défendre l'État maintenant, parce que, d'un autre côté, ce que nous avons produit comme moderne, c'est que la véritable souveraineté n'est pas celle de l'État, elle est celle du peuple. C'est ça que nous disons. L'essence de la démocratie, c'est ça, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Mais comme nous ne savons pas qui est le peuple, bon. Donc, mais donc, en effet, je pense que là, justement, il y a une convergence des questions. C'est-à-dire que, on pourrait dire comme ça, si on peut trouver le peuple, alors en même temps, peut-être on trouve justement la communauté et en même temps, on trouve sûrement une forme d'auto-limitation. Mais comment non, évidemment, non, ça je ne peux pas le dire, mais je pense qu'il y a une autre idée qu'on n'a pas mise sur le tapis là encore, mais c'est celle de production. Je pense que la seule manière de sortir de la production au sens que lui donne Granel, mais qui est malheureusement aussi un peu le sens que lui donnait Marx, c'est-à-dire l'augmentation indéfinie par la production d'objets, de biens, l'augmentation indéfinie de quoi? Oui, d'une existence, une existence augmentée, comme on parle aujourd'hui d'un homme augmenté. Or, justement, cette production, elle est venue
quand même à la place de la reproduction. Et ce qui est un peu remarquable chez Marx, par exemple, c'est que Marx, il donne comme, pas tout à fait comme modèle, mais comme sorte d'origine qu'on aurait perdue, les communautés primitives. Il y en a trois pour lui, il y a la communauté chinoise, la communauté germanique et la communauté romaine. Et ce que Marx ne voit pas assez, c'est que dans la communauté, il n'est question que de reproduction. C'est-à-dire, on cultive pour manger, on mange pour vivre, et bon, on peut dire on vit pour se reproduire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit que pour faire des enfants. Ça veut dire aussi que la vie est une reproduction d'elle-même, même sans enfants, mais une reproduction d'elle-même jusque dans la mort, puisque la mort fait partie d'elle. Moi, je dirais, vous savez, si on ne trouve pas, une nouvelle manière de se saisir de ça, bah, on est foutu. C'est-à-dire, non, mais l'autre manière de penser ça, c'est juste de penser que ce qui est à la fin de la préface du livre, comme Rémi l'a lu tout à l'heure, c'est que peut-être la vie humaine, elle arrive à sa fin et que, bon, c'est normal. Mais voilà, je veux dire, une spiritualité technique, en tout cas, ne peut pas être d'origine technique. Merci beaucoup. Ou alors c'est autre chose, ou alors c'est au contraire la technique qui s'admire et qui se dépasse elle-même indéfiniment, ce qui est aussi une possibilité, mais certainement autodestructrice pour l'homme. Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière question, qui est celle de Rémi. Alors Rémi, tu as la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Oui, alors je voulais revenir pour ma part sur les questions qui ont été abordées en passant tout à l'heure lors de votre réponse à Irving, je crois, les questions esthétiques, la question de la place de l'art et du rôle de l'art dans notre situation présente. Puisque, eh bien, comme vous le savez bien, ce qui est aujourd'hui largement à l'arrêt, ce sont les activités de production artistique. Mais comme vous le rappeliez, le confinement n'arrête pas la production chez les musiciens, les chorégraphes, les danseurs, etc. Mais tout se passe évidemment en ligne, en vidéo. Mais c'est surtout les sociétés, les gouvernements qui semblent juger cette production secondaire, en tout cas qui n'en écoutent pas la voix, comme si ce n'était pas le bon moment en ce temps où d'autres priorités s'imposeraient. Alors je me demandais ce que vous pensez du temps de l'art. Est-ce qu'il y a un bon temps de l'art et qui ne serait pas aujourd'hui? Parce qu'en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler la phrase de la chorégraphe Pina Bausch qui, pressentant déjà le danger extrême qui nous menaçait, s'était écrié « Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus ». Et il y a dans ce cri, il me semble, une formulation esthétique d'une vérité que j'aimerais que, si vous, autant que vous le puissiez, que vous nous expliquiez en termes philosophiques, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très juste dans cette phrase. Est-ce que vous la reprendriez à votre compte et comment vous pourriez nous l'expliquer? Et enfin, pour continuer dans cette question du rôle de l'art, si on ne rabat pas les productions esthétiques à un rôle simplement ornemental, quels seraient les apports des expressions esthétiques si nous voulons qu'ils soient autre chose que les gargarismes que vous rappeliez à propos de Hölderlin, notre utilisation en tout cas de Hölderlin. Et je me demandais donc si elles peuvent avoir un rôle et est-ce que ce serait peut-être celui dont on a longtemps paré la philosophie, à savoir celui d'apprendre à mourir,
ou au contraire, est-ce qu'il y a là autre chose qui pourrait inverser et tenter de nous stopper dans notre autodestruction? Donc voilà, quel est le rôle de l'art aujourd'hui? Quel est le bon temps de l'art? C'est un peu tout ça que j'aimerais vous écouter là-dessus. D'accord. Mais d'abord, apprendre à mourir, c'est pas, ça n'est pas apprendre à se résigner. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. En fait, il n'y a pas de. Et Spinoza dit qu'il n'y a au fond pas de mort individuelle, ou que la mort individuelle c'est uniquement une façon de passer dans la substance, dans le grand mouvement du bon. Eh bien, oui, je dirais. Alors, Spinoza, je pense à lui puisqu'il dit la philosophie ne consiste pas justement à apprendre à mourir, mais ne consiste pas dans une méditation de la mort, il dit, mais de la vie. Oui, mais une méditation de la vie comprend la mort, au moins la mort individuelle. Et d'une certaine façon, elle est toujours individuelle. C'est peut-être aussi ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, une mort de l'humanité, ça n'a peut-être aucun sens. Ça. Alors, ça n'a de sens que si tous les individus meurent. Mais tous les individus ne meurent pas d'un coup. Bon, etc. Donc, premièrement, ça. Donc, apprendre à mourir, c'est peut-être ça veut peut-être plutôt dire, non pas du tout anticiper sur le jour où je vais mourir et est-ce que je vais bien supporter ça ou non, mais ça veut dire être actuellement dans le moment présent, dans un rapport avec ma finitude, c'est-à-dire aussi avec ce à quoi cette finitude touche, confine. Et là en effet, l'art est au premier rang. Qu'est-ce qui se passe avec une œuvre d'art? Il se passe que dans les limites de la finitude, justement, je touche. Là, je dirais, c'est peut-être même un cas exemplaire du toucher, pour revenir à ce que disait avec Irving. Dans les limites de la finitude, je touche à l'infini. D'une certaine façon, je dirais, nous savons tous ce que c'est, c'est-à-dire que quand nous sommes en présence d'une œuvre d'art, d'un geste d'art, fort, évidemment, bon, eh bien, voilà, nous sommes transportés. Je ne parle pas là d'extase, mais non, mais même seulement, quand même, il se produit un déplacement, il se produit voilà, bon, si je ne sais pas moi, je regarde un film de Bergman ou de Ozu, évidemment, je suis emporté vers une dimension, et en même temps, ça se passe, eh bien oui, dans les limites de mon existence finie et de la finitude du film lui-même. Bon. Donc, ça c'est un premier temps, hein, pour dire là. Et deuxièmement, ce qui concerne le peu d'attention donnée par nos gouvernements à l'art, à la culture. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'entendais qu'en France, il y a des théâtres qui viennent de dire, bon, on s'en fout, on va quand même ouvrir, ils vont ouvrir par exemple de 5h à 7h30, j'entends que c'est un théâtre, je ne sais plus où, dans le sud de la France qui fait ça, ouvrir, accueillir les gens gratuitement, ce qui fait que c'est déjà d'ailleurs c'est déjà difficile et compliqué
parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent par ailleurs. Bon. Mais c'est pour se remettre en contact avec le public, laisser les gens venir et qu'il y ait, alors peut-être pas les mises en scène prévues, mais des artistes qui viennent, qui font des performances, etc. Bien. C'est bien sûr en observant toutes les conditions sanitaires voulues. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un geste de résistance, si on veut. Mais c'est un geste de résistance qui n'est possible que là. On ne peut pas dire qu'on va résister dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise pour résister? Rien du tout. Si on ne porte plus le masque, bon, on fait courir des risques, etc. Bon. Mais là, justement, là, d'être en mesure de s'emparer de la situation et de lui faire autre chose. Mais, justement, ça ne peut pas dépendre d'un gouvernement, je crois. Et les grandes époques artistiques, non, bien sûr, elles ont souvent été aussi des époques dans lesquelles s'exerçait le mécénat, qui est souvent aussi un mécénat royal ou princier. Ça, c'est vrai. Seulement, dans le principe du mécénat, il s'agit d'autre chose. Il y a quand même une gratuité, oui, une certaine, oui, gratuité, en tout cas, certaine arbitraire dans la décision du mécène d'aider celui-là et pas cet autre. Alors, après peut-être au mécène d'être lui-même un peu artiste, hein, de savoir si, oui, si c'est ce Raphaël qui mérite d'être subventionné ou pas lui. De même que, par exemple, en France, à l'époque de Louis XIV et de Racine, Racine avait un grand rival au théâtre, mais maintenant je perds son nom. Justement, il est devenu tellement inconnu, je dis, mais bon. Mais il avait beaucoup de succès au théâtre. Non. À quoi tient que Racine, lui, il est une position favorisée, il était historiographe du roi, etc. Eh bien, on peut dire peut-être un certain bon goût de Louis XIV. Hein. Mais d'où vient le bon goût de Louis XIV? Et peut-être de toute une formation, de toute une éducation, etc. Bon. Or, si aujourd'hui les gouvernants ont essentiellement à être des experts, des techniciens, mais on ne voit pas pourquoi ils auraient un meilleur jugement sur l'art. Donc, je dirais, c'est pas tellement de l'aide publique qu'il faut attendre quelque chose, c'est de la création de formes. Bon, et cette création de formes, c'est à nous tous de le faire. Pas seulement aux artistes, mais je veux dire, les artistes, ils captent des énergies et donc des créations de formes qui sont possibles, qui sont disponibles ici ou là dans la société. Et donc, je sais pas, prenez Proust, par exemple. Proust, il n'a pas de subvention, il a de la fortune personnelle, mais il est encouragé par personne. Et la première édition du premier volume de La Recherche, c'est un échec éditorial complet. Bon. Mais Proust, c'est un individu qui est traversé par quelque chose qui vient de toute l'époque et qui, d'une certaine façon, oui, rend possible la forme proustienne. Et après, cette forme proustienne, elle devient un exemple, un modèle. Bon. Mais à un moment donné, elle est sortie apparemment de rien. Alors moi, je pense qu'en même temps, c'est jamais de rien que ça sort. Ça sort
c'est comme, bon, Pina Bausch, vous citez Pina Bausch. Pina Bausch, elle n'est pas non plus tombée du ciel. Ce qu'elle a créé dans la danse, je vois que ça, je sens même que ça pourrait s'analyser. C'est sorti vraiment d'un mouvement à l'intérieur de la danse moderne et que de l'intérieur de parce qu'il ne s'agissait plus de la danse moderne, elle datait déjà du début du XXe siècle, mais il s'agissait peut-être de trouver autre chose, je dirais, je ne sais pas comment dire, de retrouver peut-être un certain sens d'une part de la cérémonie, hein, et d'autre part, justement, comme par hasard, une cérémonie en rapport avec l'existence populaire telle qu'elle est aujourd'hui, parce que je pense toujours à ce qui est pour moi le chef-d'œuvre de Pina Bausch, c'est Kontakthof. Hein. Chaque fois que je revois le début de Kontakthof, je suis saisi, parce que ces gens, ces personnes âgées, qui commencent, qui s'avancent comme ça d'un mouvement, c'est absolument saisissant. Et ces gens-là, ils sont comme nous, ils sont, voilà, ils sont pas dans des EHPAD, mais bon, presque. Et alors, là, je dirais, il y a la saisie d'une possibilité formelle, qui est vraiment, je crois, absolument inédite. Mais quand je dis forme, ça ne veut pas dire justement que c'est formel. C'est-à-dire que voilà, et ce sont toujours, en même temps, il ne s'agit pas de formes achevées qui donnent modèle. Non, il s'agit voilà, de formes qui sont elles-mêmes toujours en train d'évoluer. Alors, donc dans cette mesure-là, oui, je dirais absolument, oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Je vais vous dire, même, je pense que c'est quelque chose qui s'éprouve maintenant, je dirais, de l'intérieur de la philosophie. Parce que moi, je ressens ça très fortement. En un sens, Heidegger a raison, la philosophie comme vision du monde, bon, c'est fini. Alors, si la philosophie doit être avant tout la pensée comme rapport avec l'impensable, parce qu'il n'y a pas de pensée si elle n'est pas en rapport avec... la pensée, c'est quelque chose qui doit être structuré comme ce rapport à l'autre, à l'allô dont je parlais tout à l'heure. Penser allô. Pensée dit allô. Eh bien, la philosophie a aujourd'hui, je le sens très très fortement, elle a aujourd'hui absolument besoin de, alors on peut le dire dans les termes de Heidegger, de finir et de laisser la place à ce qu'il appelle la pensée, mais peu importe, on peut dire aussi de se transformer, mais de se transformer et je dirais peut-être de se retrouver même comme, justement, comme invention de forme. Après tout, les grandes philosophies de l'histoire, ce sont aussi des formes, c'est des manières de... Même Kant, presque surtout Kant, c'est une forme. C'est une forme extrêmement complexe, justement, pas du tout figée, compliquée, en train d'évoluer, mais c'est voilà, une nouvelle façon de parler, d'écrire, de sentir. Et ça, encore une fois, ça dépend d'une certaine façon de personne.
Et ce n'est pas quelque chose qu'on puisse décider, mais voilà, la société le produit ou ne le produit pas. Et on peut penser que justement, sous les coups de la pandémie, se produisent des incitations justement, à des inventions. Merci beaucoup. Rémi, est-ce que tu voulais répondre ou est-ce qu'on passe aux questions? Non, je pense qu'on passe aux questions. Merci D'accord. beaucoup. Alors, je crois qu'il y en a une. Ian? Oui, il y a une question posée par Natacha. Je vous le passe, cette question. Alors, Natacha. On peut voir Natacha? Elle est toujours là? Alors, je vais commencer à lire la question en attendant qu'elle se révèle. Alors, Natacha, la lecture du virus par le prisme d'autres événements pandémiques et ou les descriptions culturalistes qui en découlent n'altère-t-elle pas les spécificités historiques dans l'interprétation de la COVID-19 et son inscription dans un régime d'accumulation capitaliste? Penser avec Marx ne serait-ce pas également chercher dans quelle mesure le virus révèle les catégories autophages systémiques de notre temps? Oui, mais je crois que j'ai peut-être pas... Parce que je peux dire oui à la fin de la question, mais avant, il y a peut-être quelque chose que Alors, je vais donner la question dans deux parties, en commençant par la première. Donc, la lecture du virus par le prisme d'autres événements pandémiques n'altère pas les spécificités historiques dans l'interprétation de la COVID. Mais qu'est-ce que c'est le prisme d'autres événements pandémiques? Alors, ça veut dire ceux du passé? Je présume. Ah oui. Natacha, est-ce que vous êtes là? Si vous pouvez mettre votre micro en route. Ah, mais peut-être que c'est pas possible. Là, il y a une Natacha, oui, avec la lettre N, mais... Bon, c'est pas grave. Assumons qu'il s'agit d'autres événements pandémiques historiques. Bon, d'accord. Ah, mais là, je ne sais pas si je comprends la question, parce que justement, les épidémies du passé ont été, comme on sait bien, traitées d'abord comme des punitions divines. Ensuite, je dirais une fois après la mort de Dieu, comme des événements fâcheux, très fâcheux, mais auxquels quand même on peut faire face, mais pas faire face tellement médicalement, c'est-à-dire pas techniquement, mais faire face plutôt socialement. Ça, c'est le cas de la grippe espagnole. Je trouve la grippe espagnole, c'est très impressionnant. C'est une grippe qui arrive au moment où l'Europe vient juste de finir, ou même avant qu'il finisse la Première Guerre mondiale. L'Europe est complètement épuisée. Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les moyens médicaux de faire face à la grippe espagnole. Alors, on la cache autant qu'on peut, sauf justement l'Espagne, c'est pour ça que ça porte le nom d'espagnol. On la cache, cette pandémie, et puis voilà, oui, des gens meurent par milliers maintenant. Mais même plus près de ça, moi j'ai un exemple qui me frappe personnellement, parce que c'est qu'en 68, vers la fin de l'année 68, il y a eu en France une épidémie de grippe, je crois, très sévère, très lourde. Je n'en ai absolument pas entendu parler. C'est-à-dire que j'ai même pas reçu la moindre consigne de précaution. Mais là, je suis ébahi quand je vois dans les récits historiques que
il y a eu effectivement une... Ça veut dire que... ça veut dire en effet que ce qui se passe aujourd'hui se passe justement dans une société particulièrement fragile et démunie. Alors nous avons des moyens techniques importants, mais ces moyens se révèlent aussi compliqués parce qu'ils donnent lieu à des discussions, etc. Parce que justement, nous sommes tellement fragiles aussi que nous n'avons même pas la patience d'attendre un peu. Nous ne pouvons même pas attendre le vaccin une durée normale. Bon, ce qui fait que c'est très impressionnant l'histoire du vaccin parce que les biologistes et les médecins qui font ça, ils ont eux-mêmes réussi à fabriquer un vaccin à une vitesse accélérée. Et cette accélération, voilà, c'est une des accélérations techniques avec lesquelles, on n'en finit pas, jusqu'au moment où peut-être ça va trop vite et ça rentre dans le mur. Bon, mais je crois que ce que la comparaison avec le traitement antérieur des épidémies nous montre, c'est que justement, nous sommes très fragiles parce que nous ne savons pas comment faire, comment choisir, ou alors nous le savons seulement peut-être de manière complètement totalitaire. Je pense on ne sait pas ce que la Chine a réellement fait, mais en tout cas, on sait quand même que, par exemple, à Wuhan, on a vraiment cloué des planches sur les portes des maisons pour empêcher certaines personnes de sortir. Hein, voilà. Alors, ça, c'est autre chose que d'obliger à porter un masque. Bon. Mais même si ça, même à l'intérieur de la Chine, ça reste peut-être quelque chose de relativement isolé, mais nous ne savons pas vraiment comment réagir. Et c'est pour ça aussi que la pandémie est l'occasion de confusion, de discussions, d'affrontements sociaux et politiques interminables. Je dois dire, je trouve particulièrement en France, là, la France est champion pour ça, elle est bien dans sa tradition, mais évidemment, il y a aussi des bonnes raisons, parce que peut-être le gouvernement français est particulièrement fragile, ou le rapport gouvernement-société en France est particulièrement fragile en ce moment, mais je dirais que ça, justement, c'est la situation, peut-être la situation avancée, je dirais, de la société européenne en ce moment. Bon. Donc, oui, je crois. Alors là, je passerai au deuxième aspect de la question, c'est-à-dire bon, en effet, la pandémie, elle a quelque chose d'autodestructeur, mais en même temps, ça peut aussi avoir quelque chose de révélateur. Ça, c'est comme, je dirais, c'est comme quand quelqu'un a un cancer, par exemple. Bon, bien sûr, il y a des cancers dont on sait forcément comment ça va se terminer, que ça va se terminer mal. Voilà. Bon. Mais il y a aussi des cas dans lesquels l'épreuve d'un cancer grave, bon, peut à la fin, bon, voilà, je dirais, produire une nouvelle énergie de la personne. Oui, mais je pense à un cas précis de quelqu'un que je connais, de quelqu'un de 90 ans qui s'est tapé 3 cancers et qui a une énergie, une vitalité extraordinaire, avec en même temps une grande faiblesse physique. Mais bon. C'est comme, si vous voulez, c'est comme l'exemple de
évidemment, ça n'a rien à voir avec une épidémie, c'est un exemple unique, individuel de Joey Bousquet, c'est cet homme qui a eu la colonne vertébrale brisée par une balle à la guerre de 14, qui a été ensuite paralysé toute sa vie et qui toute sa vie a écrit, a rencontré des gens, et a fini d'ailleurs par créer une sorte de quasi-légende autour de lui. Bon, j'arrête, parce que sinon... Merci beaucoup. Je pense que nous allons pouvoir clore ce petit séminaire. Et je vous remercie, c'était vraiment passionnant et un grand plaisir de vous entendre. Et je vous dis à bientôt peut-être. Merci à vous tous et bonne suite. Alors, je fais raccrocher là, c'est ça? D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.